Dollar nous tue, mais mon site s'appelle états-unisdeurope.com. Alors vous voyez, je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'ai sorti mon précédent livre, qui était justement mon carnet de voyage aux États-Unis, où je voyais justement la capacité de chute et de réinvention de la première puissance économique mondiale. Ça s'appelait 20 000 milliards de dollars. Voilà, c'était le précédent livre. Et quand le dollar nous tue, c'est la suite. Les scénarios deviennent réalité. Je me suis dit, il y a un besoin d'une Europe unie, parce que tout de même, l'Europe, enfin c'est insupportable. L'Europe, c'est la première puissance économique mondiale. Elle a un PIB supérieur à celui des États-Unis. Elle a un PIB supérieur à celui des États-Unis. L'Europe, c'est 500 millions d'habitants. L'Europe, Alain Minck le dit mieux que moi dans son livre, comment s'appelle, Un petit coin de paradis. L'Europe, c'est bien mieux que d'autres civilisations. Gérer, apprécier, aimer la diversité, la gestion de la liberté, etc. Bon, États-Unis d'Europe, on a une chance formidable qui nous est tombée dessus, on n'a pas vraiment suscité, la crise financière. Moi, ce que je constate, c'est que il y a plusieurs choses. Tout le monde dit la fin de l'euro c'est terrible, etc. L'euro, en 10 ans, s'est imposé. C'est imposé comme la deuxième monnaie de réserve au monde. En 10 ans, le tiers dans les monnaies de réserve des banques centrales. 2, la crise financière, on a chaud tous les jours. Ce qui se passe en ce moment en Grèce, en Espagne, en Italie, en Irlande, est inquiétant. Mais ce que l'on voit aussi, c'est que le dos au mur, l'Europe répond, l'Europe apprend à répondre. Et effectivement, il ne faudrait finalement pas grand-chose, je ne veux pas être trop technique, mais une vraie banque centrale européenne avec de vraies obligations européennes pour que, l'Europe impose non seulement sa monnaie, mais une forme de retour. Vous savez, la presse américaine et anglo-saxonne se gargarise, fait ses choux gras, l'horreur des pigs. Vous savez, les pigs, c'est Portugal, Italie, Irlande, Grèce, Espagne. Moi, quand j'étais aux États-Unis, on me parlait tout le temps des pigs. Et je leur ai dit à mes amis américains, mais aren't the US the new pigs? C'est exactement ce que je disais dans mon chapeau. Voilà. Et quand vous regardez les États un, notamment la Californie, c'est la Grèce à la puissance 10. Simplement, il y a une réserve fédérale. Pardon, je ne veux pas être trop long, mais l'autre point, c'est la Chine, les États-Unis, c'est autre chose. Voilà. Oui et non. Moi, je parle dans mon livre, Quand le dollar nous tue, du double chantage sino-américain. Exactement. Ouais. Parce que, en fait, votre thèse est appuyée sur le fait que, comme je disais, la Chine et les États-Unis se tiennent par la barbichette. C'est-à-dire qu'effectivement, les Américains sont ultra dépendants des excédents commerciaux chinois pour financer leur endettement qui grimpe à une vitesse ahurissante, qui est effectivement pire que celle de la Grèce ou du Portugal. Mais que d'un autre côté, les Chinois ont intérêt à ce que le dollar ne s'effondre pas, sinon effectivement leurs fameux 3 000 milliards de réserves ne vaudraient plus tripette. Donc ce que vous proposez dans votre livre, Édouard Tétrault, c'est une entente entre l'Union européenne et les autres émergents. C'est ça votre stratégie? Absolument. Alors deux, trois points, si vous me permettez quand même là-dessus. Effectivement, les Américains disent, c'est le dilemme du prisonnier. Les Chinois, ils ont trop besoin de notre monnaie. Si le dollar chute, ils sont morts. Attention, c'est en train de changer, non, ce que je disais, voilà, la déclaration du gouverneur de la Banque centrale chinoise qui date d'il y a 15 jours. Absolument. Et ils vont vite, les Chinois, quand ils décident quelque chose. Et en plus, ils sont organisés, ils sont planifiés. Et moi, dans mes activités professionnelles, m'a été donné l'occasion d'étudier la façon dont la Chine reconvertissait ses avoirs. Et c'est effectivement, vous le disiez, c'est par millions d'hectares, c'est par où est-ce que la Chine va shifter ses expositions en obligations et trésor américain, d'abord en entreprises américaines. Elle commence déjà à prendre des positions minoritaires, mais dans des grandes sociétés, parce qu'elle est quittée, mais dans les entreprises américaines, dans les minerais canadiens, australiens, néo-zélandais, etc. Port du Pirée. Le port du Pirée. Et le jour où la Chine sent qu'elle a bien sécurisé ses approvisionnements, son énergie, elle laissera tomber le dollar. Moi, j'attends ce jour où on dira « Sorry guys », je sais pas comment on dit en chinois, mais on ferme les portes. Maintenant, on s'en occupe entre nous. Et vous avertissiez tout à l'heure, vous disiez, mais à qui profitera justement quand la Chine se mettra à réimporter Je pense essentiellement aux ateliers d'Asie autour, mais l'Europe, les États-Unis, je ne sais pas. Il y a une certaine naïveté, notamment chez les Européens, vis-à-vis de la Chine. Ce que je propose dans mon livre, parce qu'on ne peut pas s'opposer à tout le monde, mais c'est qu'il y a un G2.
il y a un G2 qui est la double entente, le double chantage sino-américain, cette espèce d'équilibre de la terreur qui fera tomber le premier, parce que les États-Unis peuvent aussi aider à ce qu'il y ait une inflation galopante en Chine et qui produise des désordres. Face au chantage du G2, moi je propose une forme de front du G18, c'est-à-dire les Européens et les autres, notamment l'Amérique du Sud, les grands pays musulmans. Vous allez me dire, vaste programme, mais je crois que telle était l'ambition du G20, en tout cas au départ il y a un an. Des pays dont l'attitude pourrait changer parce qu'ils sont victimes de l'inflation. Donc, parce que c'était quand même le point de départ de cette émission. On y arrive. Cette inflation galopante en Turquie, en Russie, bon voilà, dans beaucoup de pays, qui est finalement une conséquence, de la politique américaine, de ce dollar, donc qui est une infection. Enfin, ça c'est votre théorie, Édouard Tétrault. André Cartapanis, est-ce que vous partagez ce constat? Alors, deux mots d'abord peut-être sur la réorientation qui pourrait être donnée à la composition des réserves des grands pays émergents, avec une hypothèse donc de basculement du dollar vers l'euro. Il faut bien voir quels sont ces pays. Si on accepte, et bien sûr ce sont des exceptions de taille, la Russie et puis la Chine, tous les autres sont des alliés sur le plan politique et qui dépendent sur le plan militaire des États-Unis. Il s'agit du Japon, qui est le second détenteur de réserves en dollars. C'est le cas de la Corée, c'est le cas de Singapour, c'est le cas de l'ensemble des pays de l'OPEP, et en son sein évidemment Singapour, l'Arabie Saoudite, le Koweït. Et donc ces pays, pour ma part, selon moi, ne se lanceront pas dans une politique de réallocation marquée, en tout cas à un horizon relativement raisonnable. Ça, c'est ma première remarque. La seconde remarque, pour revenir à la question de l'inflation. D'abord, est-on véritablement dans une nouvelle phase de l'économie mondiale, pour l'économie mondiale, avec désormais un problème d'abord d'inflation? Moi, je ne le crois pas. Il y a aujourd'hui, dans un petit nombre de pays émergents, compte tenu notamment, et cela a été fort justement dit tout à l'heure, du rebond des liquidités américaines vers ces pays émergents sur la base de placements spéculatifs. Il y a évidemment au Brésil, en Turquie, désormais en Asie, une très forte montée d'abord des prix d'actifs, beaucoup plus que des prix des biens de consommation, mais cela commence à se dessiner. Mais pour les grandes économies, le Japon, les États-Unis, l'Europe, le problème n'est pas un problème d'inflation. C'est d'abord un problème de croissance économique. Parce que ce qui s'est effondré avec la crise économique, crise financière d'abord de 2008-2009, c'est un régime de croissance qui a été alimenté par le surendettement et dont on a vu qu'il était absolument intolérable en longue période. Il n'était pas soutenable. Donc aujourd'hui, regardez l'inflation en Europe. Bon, on est entre 2 et 3%, plus proche de 3 que de 2 en France, plus proche que de 2 en Allemagne par rapport à 3, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on a connu dans les années 70. Même chose aux États-Unis. Même chose aux États-Unis. Oh non, dans les années 70, on était sur des taux d'inflation à 2 chiffres. Oui. Autour de 12-14% au début des années 80. Même chose aux États-Unis. Mais ça risque pas de nous arriver. Ça risque pas de nous arriver. En l'état actuel des choses, rien ne permet de le dire. L'inflation, c'est l'augmentation du niveau général des prix de façon durable. Aujourd'hui, on a un choc qui vient de l'évolution des prix de matières premières, mais vous n'avez pas d'évolution salariale orientée à la hausse. Il n'y a pas en quelque sorte d'effet de second tour dont nous parle M. Trichet. Même chose aux États-Unis. Il n'y a pas non plus, du point de vue des évolutions salariales, d'augmentation généralisée du niveau de salaire. Et donc, on a un choc, qui est un choc de matières premières, évidemment, qui produit un rebond d'inflation. Mais, premièrement, est-ce que c'est vraiment une mauvaise nouvelle? Autrement dit, si l'on se retrouvait en Europe ou aux États-Unis avec un taux d'inflation moyen, ou en tout cas une cible d'inflation visée par les banques centrales, de l'ordre de 4%, plutôt que de 2%. Cela voudrait dire que tout l'endettement serait très fortement réduit. Et donc, pour moi, ce ne serait pas une très mauvaise nouvelle, si tant est que l'on soit réellement dans une situation d'inflation durable. Ce n'est pas le cas aujourd'hui parmi les pays développés. Édouard Tétrault, aux États-Unis, est-ce que la seule issue, on le dit depuis longtemps, la seule issue à l'endettement phénoménal qui ne cesse de croître et qui ne semble ne pas pouvoir s'arrêter, quel que soit le taux de croissance, est-ce que c'est pas effectivement l'inflation? Et encore, ce que je disais dans ma présentation, Keynes disait l'inflation c'est l'euthanasie.
Asie du rentier. Après tout, se débarrasser du fardeau de la dette en la monétisant, en la remboursant avec de la monnaie de singe fabriquée par la Banque centrale, c'est peut-être une bonne solution pour les Américains pour sortir du mauvais pas où ils se sont mis, et pour les jeunes générations d'être débarrassés du fardeau de la dette accumulée par leurs anciens. Absolument, et c'est tout le danger, et notamment c'est tout le danger pour nous Européens, c'est que quand vous avez beaucoup de dettes et que vous avez une population jeune, et c'est le cas des États-Unis, qui est l'un des rares grands pays à avoir une démographie qui se renouvelle, etc. Vous avez un intérêt, même électoralement parlant, à not screw, mais à dire tant pis pour ceux qui ont beaucoup accumulé, effaçons, en tout cas érodons les ardoises, etc. Mais cette possibilité, je ne sais pas si elle est acceptable, possible pour des pays à la démographie plus vieille, comme les nôtres en Europe. Parce que c'est les vieux qui détiennent les bons du trésor. Oui, évidemment. Absolument. Puis alors, il y a un autre point sur l'inflation souhaitable, les effets de second tour, etc. Moi, je ne sais pas jusqu'où on peut, une société, et les taux d'inflation sont importants. En Grande-Bretagne, on se rapproche de 4%, 3%. En plus, il y a des balivernes qui sont construites dans ces taux d'inflation. C'est que on met de côté le coût du logement, ce qui est quand même le budget essentiel du coût de la vie. Et donc, d'un côté, on dit aux ménages, écoutez, on vous pénalise par une inflation qui est rampante, mais rassurez-vous, il n'y a pas d'inflation. Et de l'autre côté, on dit, ah non, on va quand même pas augmenter les salaires, sinon ça serait trop grave. Mais combien de temps on tient comme ça? Là, il y a un piège, je crois, il y a une question qui reste ouverte, et ce qui se passe en ce moment dans les pays plutôt d'Europe du Sud devrait nous alerter. Compression donc de la masse salariale, des coûts salariaux. Un mot de conclusion rapide, André Kartapanis. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on va continuer au rythme d'inflation actuel? Est-ce que vous pensez vous aussi que les États-Unis vont se défausser de leur dette en faisant s'écrouler le dollar, ou est-ce que vous n'y croyez pas du tout? Non, un écroulement du dollar n'est pas non plus dans l'intérêt des États-Unis, mais une évolution un petit peu comparable à celle qu'on a connue par rapport à l'euro depuis grosso modo 2002-2003, où on a vu quand même un niveau de 1,60, 1,65 être atteint, à mon avis, va dans leur intérêt, et ils ne manqueront pas, sans le dire, de favoriser une telle évolution. D'autant que, pour eux, un sursaut d'inflation pose beaucoup moins de problèmes que dans d'autres économies, simplement parce que leur endettement externe est libellé en leur propre monnaie. Et donc ne va pas avoir pour conséquence d'augmenter la charge du remboursement. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, dans d'autres types de pays. Mais je veux quand même dire que l'élément clé, c'est de redessiner un nouveau régime de croissance. Les questions monétaires, financières sont très importantes, mais elles ne supplanteront pas le problème clé qui est aujourd'hui, en fait, celui de la croissance. Je vous remercie, André Kartapanis. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie à l'Université de Sciences Po Aix et vous êtes le président de l'Association française de sciences économiques. Merci à Édouard Tétrault. Vous avez fondé une société de conseil en stratégie qui s'appelle Mediafin. Vous êtes professeur à HEC. Vous êtes créateur d'un site qui s'appelle États-Unis d'Europe en un seul mot.com. Et puis donc, vous publiez à l'instant chez Grasset dans cette petite collection blanche d'interventions qui est excellente. Quand le dollar nous tue. Demain, nous parlerons des médias. Ont-ils, médias et journalistes, un comportement grégaire? Une question qui se pose après l'affaire DSK, mais pas seulement. Nos invités seront Hervé Brusini, journaliste, Éric Scherer, qui vient de publier à Ton, encore besoin des journalistes, et David Servenet, qui est journaliste sur le site internet OVNI. Et puis dans les matins, affaire DSK, toujours le réveil des féminismes français et américains. C'est une question. Anne-Emmanuelle Berger sera l'invitée de Marc Voincher. Merci à toute l'équipe, Nathalie Lempereur, Avril Ventura.